bonjour à tous. On se retrouve après une late session assez animée. C'était il y a quelques heures. On a parlé de la difficulté des gardiens de phare bretons à, voilà, attirer des femmes. On a parlé aussi un peu des goûts sexuels de Kevin O'Connor. Là, je pense que je ne pouvais pas faire un meilleur teasing pour le replay de jeudi. Donc voilà, si ça vous intrigue, si ça pique votre curiosité, bah, sachez que n'ayez pas honte. Vous avez le droit d'aller regarder le replay de la late session. Mais en attendant, on va quand même se faire un nouveau CQFR. Il y a pas de match évidemment, on attend les finales, ça commence jeudi soir, mais il y a pas mal d'infos, il y a pas mal de trucs qu'on a envie de traiter, on va commencer peut-être d'abord avec les Los Mmh. Angeles Lakers, qui ont sans doute trouvé leur nouveau coach. Alors c'est un peu dans la lignée de ce qu'on avait dit déjà hier. Là, pendant qu'on faisait la late session justement, il y a Shams Charania qui a dit, alors la formulation ne veut pas dire que c'est fait, hein, mais que les Lakers, se seraient fixés comme, enfin pour la succession de Darvin Ham sur JJ Redick comme on le pressentait un peu ces derniers jours, voire ces dernières semaines. Il y a rien de signé, Redick s'est évidemment pas encore exprimé, mais visiblement c'est quand même le choix, qui sera pris, face, il y avait James Borrego en face, on sait qu'ils ont interviewé aussi deux trois autres coachs ici et là. On dirait bien que là ce sera JJ Redick et c'est un choix assez fascinant parce que c'est encore un ancien joueur qui a pas d'expérience de coach, professionnel, donc ça c'est pour le côté, sceptique, on va dire. Il y a beaucoup de gens qui vont se demander, s'il est pas là juste parce qu'il a fait un podcast avec LeBron, si les podcasts avec LeBron n'étaient pas des entretiens, pour le poste déguisé. Il y a aussi le côté positif, c'est un mec très intéressant qui connaît bien le basket et le basket moderne, le basket, à l'ancienne, la tactique, la communication. Donc ça va être un cirque, un show, quelque chose qu'on va suivre de très près. Si ça se confirme, il faut attendre que ce soit signé évidemment. Parce qu'il y avait quand même moi j'ai là où j'hésitais un peu, où je me disais que ça se ferait peut-être pas, c'est quand même que Redick, il a martelé sur toute sa fin de carrière et depuis qu'il a arrêté, qu'il voulait rester vivre sur la côte est quand même. Il avait même, je sais plus avec qui il était en embrouille avec les Pelicans, quand il l'avait tradé Ouais, à mais Dallas, il avait soi-disant un deal pour être absolument tradé n'importe où sauf à l'ouest et il mettait un point d'honneur à ça. Après j'imagine que le poste des Lakers pouvait pas se refuser et que est ou ouest, c'est pas un problème. non, mais j'allais dire surtout pour sa famille, c'est plus facile de vendre Los Angeles que la Louisiane ou le Ouais, Texas, quoi, tu vois? c'est vrai. Je pense que la Los Angeles compte peut-être à part. Moi, je suis pas aussi j'ai vu qu'il y a beaucoup de pessimisme autour de Mmh. JJ Redick, en tant que coach. Moi, je suis intrigué, je me dis que ça peut donner quelque chose. Tu vois, Steve Kerr est arrivé aux Warriors, je me souviens, il y avait eu énormément de critiques sur le fait d'avoir renvoyé Mark Jackson. Alors Steve Kerr, il n'avait pas été assistant, si je dis pas de bêtises, Il avait été il avait été il avait été GM, GM, assistant oui. GM, il a fait du front Mmh, office, quoi. il avait fait du front office, mais il n'avait pas fait de coaching staff. Alors c'est vrai que c'était déjà une expérience au sein d'une franchise, ce qui est pas le cas de Gigi Reddick. Je suis intrigué. Moi, en fait, moi, c'est plus pour lui, en fait. Si lui, il veut être coach, moi, je capte pas pourquoi c'est ça qu'il prend comme premier job en NBA. Tu c'est une équipe avec LeBron, donc il y a énormément de pression. Tu vas devoir coacher LeBron, un mec avec qui tu fais un podcast et tu vas devoir maintenant lui donner des ordres d'une certaine manière. Par moment, le coach, il donne des ordres. Quelle sera, tu vois, la limite? C'est un peu Moi je veux particulier. Il y qu'il a la pousse le pression des truc. Lakers, la pression de LeBron, la pression éventuellement de Bronny s'il est drafté. Ouais. Moi je veux qu'il pousse le truc jusqu'au bout, qu'il continue le podcast quand il sera coach, qu'après une série de 6 défaites, LeBron dise: «Mec, pourquoi tu continues de titulariser, Taurean Prince?» tu vois? Et qu'on voit ça en direct dans chaque émission. Non, Ouais, non, mais c'est non, c'est non, mais social, hein. je comprends. Après pour Steve Kerr, et du coup au même titre pour Redick, là où on peut dire qu'ils sont encore connectés au jeu actuel, c'est ils étaient consultants, tous les 2. Ils sont dans le jus, donc ils arrivent à ils sont au courant des tendances de jeu, des joueurs et tout ça. Ça va. C'est plutôt vraiment, je suis d'accord avec toi, pour l'expérience même de coach des Lakers, avec la pression médiatique, avec, Tu peux même te juste la griller, en fait. situation, ouais, la situation sportive. D'ailleurs, c'est peut-être ça qu'il a vendu à madame. Il a dit: «T'inquiète, ça durera pas très longtemps, on va se faire 6 mois ou 1 an à Los Angeles, tout frais payé» et puis, non, non, mais c'est un honnêtement, si c'est bien ça le choix, c'est hyper intriguant et c'est un mec que j'aime beaucoup et que je rate quasiment aucun de ses podcasts. Donc je le trouve intéressant et il a plein de bonnes idées, sur le jeu et sur la ligue. Donc après tout, pourquoi pas, hein? Je sais pas s'il a eu le choix, en fait, parce que tu disais: «Pourquoi prendre celui-là?» Je sais pas si ce qu'il il a auditionné à Toronto, ils ont choisi Rajakovic l'année dernière. Il a auditionné à Charlotte, pour l'instant, ils sont sur d'autres pistes. Je crois qu'il avait été cité pour un ou 2 autres postes et peut-être que les Lakers, c'est le seul, c'est là où on lui a proposé le job, finalement. Ouais, ouais, c'est vrai. Après, il y avait peut-être encore un peu le temps, il est jeune, tu vois? Il peut Mmh. peut-être j'imagine qu'il veut pas faire assistant du coup,
J'ai Ouais. l'impression, c'est peut-être passer directement être coach et qu'effectivement là, bah, il est pas sûr d'avoir une autre opportunité. Bon, ça c'est intriguant, on verra. De toute façon, c'est pas encore complètement fait comme tu l'as dit, hein. Ça vient Shams, il met peut-être une pression en annonçant ça, tu vois? C'est enfin, il y a peut-être il y a tellement de choses qui entrent en jeu à chaque fois pour la Ouais. NBA et notamment, quand il s'agit des Lakers ou de tout ce qui concerne LeBron James. Je pense le vrai i c'est vrai que, tu vois, il y a souvent cette bataille des insiders entre Shams et Wojnarowski qui sont parfois mis sur un pied d'égalité. Mmh. Pour les trades, je suis d'accord. Mais pour ce qui est les rumeurs, pour moi, c'est quand même Woj qui est encore celui où ça fait office presque d'officialisation, tu vois? Ouais, Donc on verra ce qui tombe sur ESPN dans les prochains jours, peut-être les prochaines heures. ouais. On va enchaîner avec une autre rumeur qui vient d'ESPN, mais qui ne vient pas de Wojnarowski, qui vient de Givony, Jonathan Givony, qui est pas un insider, hein, c'est un spécialiste draft. Mmh. Je tiens à le préciser, ça va être important dans le contexte. Mais effectivement, autour de la draft, il s'entretient quand même avec beaucoup de monde, avec des scouts. Il a parlé des Spurs et ce qui note Shai, je vais te lancer là-dessus. Les Spurs chercheraient à être compétitifs dès la saison prochaine. Compétitif, on n'a pas de définition de compétitif. Ils ne voudraient plus être dans la loterie l'an prochain et du coup, ils vont être très agressifs. Pareil, on n'a pas de définition de très agressif avec les pics 4 et 8 de cette année. Et il ajoute aussi que tout le monde est susceptible d'être transféré au sein de l'équipe, sauf Victor Wembanyama et Devin Vassell, et que tous les free agents, selon lui, alors là, pareil, j'imagine que c'est pas entretenu avec les free agents, c'est son interprétation, seraient très chauds à l'idée de jouer Wembanyama, et tous les vétérans arrière seraient très chauds à l'idée de jouer avec Wembanyama. Qu'est-ce que tu en penses, Shai? Comment tu interprètes ça? Qu'est-ce que tu y vois? Bah, c'est pas tellement ce à quoi moi je m'attendais pour les Spurs, tu m'avais assez convaincu avec l'approche patiente de continuer de développer les joueurs qui sont là, plus, les renforcer petit à petit. Je les imagine pas se dire, on veut tout de suite, enfin jouer les playoffs ou être compétitif, immédiatement. On a vu que Victor Wembanyama était déjà très, très fort, qu'autour c'était pas encore totalement au niveau, individuellement, collectivement. Mais l'Ouest est tellement chaud que franchement, sans se dire, on est compétitif, ça veut dire quoi? Essayer d'accrocher le play-in? Dans ce cas, il faut effectivement faire des moves, je pense. Et qu'est-ce que ça veut dire être agressif avec les quatrième et huitième choix? Est-ce que ça veut dire faire venir un vétéran? Est-ce que ça veut dire, faire venir d'autres bons jeunes joueurs? Est-ce que ça veut dire grimper, essayer de grimper dans la draft avec un choix, plus élevé? J'ai lu ici et là qu'ils disaient même qu'ils étaient intéressés par le first pick parce qu'Atlanta, était fixé sur Donovan Clingan qui pourrait avoir avec un autre pick. Enfin, c'est très, très flou. Je me demande si c'est pas, ce que tu me disais en off, est-ce que c'est pas un peu pour mettre un peu d'excitation autour d'une draft qui est pas la plus excitante de ces dernières années et qu'est-ce qu'il y a de plus excitant que de relier la draft avec, Victor Wembanyama, qui est un sujet qui intéresse tout le temps. Que Victor, ils disent je pense que quand il a des discussions avec les Spurs, il leur dit: «Bon les gars, moi enfin, j'aimerais bien qu'on joue quelque chose relativement rapidement». Je le vois pas leur dire, bah bon, les gars, je vais faire la tronche si l'année prochaine on joue pas les playoffs. Je pense qu'il est quand même assez intelligent pour savoir que déjà faire 5 ou 10 victoires de plus, ce serait très beau. Voilà, je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas surtout quel joueur ça impliquerait parce que là, il parle des free agents, des arrières vétérans. Est-ce que c'est un mec comme Darius Garland? Enfin, on sait qu'il y a des meneurs qui les intéresseraient en théorie parce que c'était un des secteurs où ils étaient, défaillants. Je sais pas, toi, tu as une idée sur ce que ça veut dire précisément ou? Non, pas tellement. Déjà, oui, le contexte est important, le contexte de Givony qui travaille pour ESPN. La draft, elle est diffusée sur Mmh, ESPN. C'est un événement très important de l'année. C'est un événement qui se fait spoiler sur Twitter. Donc, il y a plein de gens qui la suivent sur Twitter et pas mmh, forcément sur ESPN. Ils ont besoin de. C'est un événement où il y a de la pub, hein, il faut vendre. Donc, il faut mmh. créer un engouement. On a une QV qui est annoncée plus faible ou moins excitante. Je pense qu'il y a plein de joueurs intéressants dans cette QV, mais déjà, il y a beaucoup d'Européens. Ça passionne pas forcément le public américain. Faut être Oui, très les franc. Européens vont pas se lever à 2 heures du mat pour, Exactement. C'est des mecs, et ils regardent pas sur ESPN. Les regarde pas sur Européens ESPN. regardent tous sur un live stream. On est sur Twitter ou sur des live streams. Donc, faut la vendre, cette draft. Faut la vendre. Il y a une volonté de la vendre. Ça veut pas dire que je dis pas que Givony il a forcément inventé ça, c'est pas ce que je suis en train de dire. Et même ce qu'il dit est peut-être vrai, mais ça peut être interprété. Comme quand on pense à être agressif, quand on pense à être compétitif, il y a toujours cette idée du super trade.
Moi, je suis pas sûr que les Spurs, ils aient un super trade. Je suis pas sûr déjà que ce soit dans leur intérêt, mais je suis même pas sûr que ce soit ce qu'ils aient envie de faire. Parce qu'un super trade, ça veut dire quoi? Un super trade, c'est quoi? C'est Trae Young, c'est Brandon Ingram, c'est Darius Garland. Est-ce que c'est des joueurs? Alors Trae Young, éventuellement, oui, tu peux te dire c'est une vraie superstar. Il y a peut-être effectivement une vraie association à faire avec Wembanyama, mais c'est aussi du coup le joueur le plus cher dans le lot. Et tu lâches pas que les pics 4 et 8. Je suis même pas sûr qu'Atlanta ait envie d'avoir les pics 1, 4 et 8 d'une QV annoncée faible. C'est des pics futurs, c'est des joueurs, c'est peut-être Keldon Johnson, Jeremy Sohan, deux de ces mecs-là, peut-être Trey Jones, enfin bref, il y a plusieurs mecs à mettre. Donc, est-ce qu'un effectif demain avec Trae Young, Victor Wembanyama, un ou deux vétérans que tu signes au prix fort, parce que déjà, des mecs qui veulent. Peut-être que les mecs veulent venir jouer avec Wembanyama, mais pour venir dans la ville de San Antonio, des mecs confirmés, tu dois leur donner du salaire, hein. Je rappelle ce que les Rockets ont donné à Dylan Brooks, il a fallu donner 80 millions. Tu vois, tu payes plus cher quand tu veux faire venir des mecs comme ça, des mecs confirmés, des mecs de, entre guillemets, seconde zone ou intermédiaire, donc des gars forts, mais pas des stars. Tu peux pas en signer 4 hein, parce que tu les surpayes, donc tu en signes 2. Donc 2 avec Victor Wembanyama, Trae Young, éventuellement un des jeunes qui reste. Est-ce que c'est très compétitif à l'Ouest? Je suis pas sûr que ce soit très compétitif à l'Ouest. Ce C'est sera un plus trade, compétitif, mais ce c'est sera pas, plus compétitif, mais c'est pas très compétitif alors que tu as sacrifié une partie de ton avenir. Wembanyama, il est fort, il est très fort, il va être très, très, très fort. Peut-être même dès l'an prochain, il sera très, très, très fort, mais déjà, tu peux attendre février pour voir à quel point il est fort. Il y aura toujours peut-être un trade comme ça à faire. Et surtout, il est très fort, mais Edouard, OK, les jeunes sont forts de plus en plus jeunes. OK. Edwards, à 22 ans, il mène son équipe en finale de conférence. Déjà, il y a eu plusieurs trades pour les Timberwolves entre-temps. Il y avait déjà 4 avant lui. Edwards, il a quand même fait 4 ans NBA avant de pouvoir faire ça. LeBron James et Kevin Durant, ils n'ont pas joué les playoffs durant les 2 premières saisons de leur carrière, en fait. mmh. Est-ce que Victor Wembanyama, il est armé pour faire mieux que LeBron James et Kevin Durant? Si ta réponse, enfin, tu vois, les 2 premières saisons, c'est des gars qui jouent pas les playoffs. Non, d'abord, ça draft. Hem, Moi, je pense que la progression de Wembanyama en elle-même, elle rendra les Spurs de plus en plus compétitifs. Et je trouve que sacrifier des pièces sans savoir encore qui va coller avec lui, tu vois, parmi les Sohan, le mec qui Mmh. sera peut-être drafté en 4, le mec qui sera drafté en 8, on ne sait pas encore qui va fit, on ne sait pas encore qui sera dans le projet dans 3 ans. Donc tu sacrifies un mec, tu ne sais même pas encore vraiment s'il a sa place dans le projet pour faire venir une star dont tu ne sais même pas encore vraiment si ça va fit avec Wembanyama. Il y a encore tellement de choses inexplorées. Je pense que tout peut être vrai. Les faits que les Spurs n'ont pas envie d'être dans la loterie l'an prochain, c'est logique. S'ils gardent les pics 4 et 8, qui a en plus déjà Sohan, Vassell, Johnson, etc., bah, ils n'ont pas besoin d'un jeune de plus. Ils ont déjà le noyau dur. Et puis on voit qui va fit dans ce noyau dur. Donc ça peut être vrai. Que les Spurs soient agressifs, ça peut être une manière de se dire bah, on verra. Peut-être qu'on va en transférer un des deux. Peut-être que s'il y a une offre intéressante. Mais il y a beaucoup, final, d'incertitudes. Et vouloir être compétitif, ça ne veut pas forcément dire faire un gros trade. Parce que si tu gardes ton jeune noyau dur, que chacun progresse, que Vassell progresse, que Wembanyama progresse, et que tu fais effectivement venir un ou deux vétérans, mais tu peux déjà être à 35-40 victoires et envisager le play-in. Mais franchement, il y a un énorme cap entre les Spurs. La saison historique de Wembanyama, je rappelle, elle est quand même dans un contexte où ils gagnent 22 matchs. Donc Mmh. pas un seul match de plus que l'année où ils n'ont pas Wembanyama. Est-ce que tu vois le gap là entre les Spurs et la sixième place? Les Mavericks ont fait cinquième à l'Ouest cette saison. Ouais, Combien de joueurs faut ajouter pour que les Spurs y rivalisent avec cette équipe des Mavericks qui est en finale? c'est ça et rien ne nous dit non plus, je pense qu'ils envisagent toutes les hypothèses. Ils peuvent aussi se dire, il y a un scénario où on a un pourcentage de chance élevé de drafter, Cooper Flag, par exemple et que si tu arrives à associer ces 2 talents-là, même si ta fenêtre de tir est faible, hein, parce que, à moins de finir, dans les 3 derniers, ce qui est encore possible, s'ils changent pas grand-chose et qu'ils sont encore sur des jeunes, c'est possible. Moi, à leur place, je m'enlèverais pas cette possibilité-là tout de suite. Si la saison démarre doucement, donc il y a ça et puis après, je suis assez d'accord. Je préférerais avoir une construction, progressive, tu vois, là, les équipes, des équipes émergentes, même type Orlando, Indiana, toutes ces équipes-là, elles sont passées par ce que tu as dit, par des OKC, l'accélération a été brutale. Ils Et ont il y quand a même pas eu de accéléré vite trade, mais il y a et il y pas a eu pas de et voilà trade. et ils sont appuyés vraiment sur les joueurs qui étaient là. Ils ont attendu la draft d'Holmgren aussi pour accélérer quand même. Enfin le Mmh. fait qu'il soit apte à jouer et c'est ça, ils ont pas fait d'énormes trades, ils ont
petit à petit fait plus jouer les joueurs qu'ils avaient déjà et c'est devenu, l'équipe numéro 1 à l'Ouest en saison régulière donc oui, je pense que c'est une approche qui peut être inspirante pour les Spurs, là, on est quand même à mon avis plus sur ce que tu as dit, hein, ils sont obligés aussi quand même d'apporter un peu d'excitation et d'intérêt autour de cette draft, c'est sûr. Ouais, le Thunder est super comparaison, tu as raison, parce que quand chez Gilgeous-Alexander, on se rend compte qu'il va être fort, tu peux être tenté de balancer tous tes pics et plein de mecs pour faire venir une autre Ouais. superstar à ses côtés. Ils l'ont pas fait, ils ont eu raison de pas le faire. Même là encore pendant la saison, ils auraient pu balancer des pics pour faire venir un joueur, ils l'ont pas fait. Ils le feront peut-être même pas cet été. Les Celtics l'ont pas fait. Ils ont eu Tatum, Brown et des tas de pics. Ils auraient pu aussi le faire. Ils l'ont pas fait. Je pense que les Spurs ont intérêt. En fait, les pics deviennent très intéressants justement le moment où Wembanyama sera un des joueurs susceptibles de vraiment mener une équipe au titre. Parce que je rappelle, j'en ai fait tout un article, c'est sur basketsession.com. J'ai fait tout un article sur ce Mmh. sujet. Mais quand les Nuggets, ils ont besoin de retrouver une pièce autour de Jokic, Aaron Gordon, faut lâcher du pic. Quand les Bucks, ils ont eu besoin de faire Jrue Holiday, faut lâcher du pic. Quand les Celtics, faut faire Derrick White, faut lâcher du pic. Kristaps Porzingis, faut lâcher du pic. Jrue Holiday aux Celtics, faut lâcher du pic. J'en oublie certainement, mais tu vois tous ces trades, PG Washington et Daniel Gafford, faut lâcher du pic. C'est des trades que tu fais quand tu es fort et que tu as besoin de passer un cap, qu'il te faut le joueur de complément. Et ben c'est là que tu as besoin de tes pics, tu as besoin de cette flexibilité. C'est important de garder les pics. Je pense que les Spurs, même encore aujourd'hui, on ne sait même pas vraiment quelles superstars sont disponibles. Tu attends un peu, il y aura peut-être une star vraiment disponible sur le marché. Tu vas regarder tes pics et là, tu te diras, boum, là, c'est bon, banco, on y va. Tu vois. Moi, je serais effectivement David jouer la patience. On peut enchaîner avec Kyrie Irving. Shai, je vais te laisser la main sur Kyrie. Et sur LeBron James, on revient à LeBron James et sur ce que LeBron James a dit de Kyrie Irving. Ouais, OK, bon, de toute façon, là, Kyrie, on en a parlé hier, hein, c'est un personnage marquant, il est dans l'actu, là, il a même lancé, avec, sa marque, avec Anta, enfin, pas avec sa marque, mais avec la marque, qu'il sponsorise, une chaussure signature pour son père. Ça m'a refait ouais, c'est la première fois que ça arrive. Ça m'a refait penser au jour où je pense où il a un peu pas où il a vrillé, hein, mais où il s'est dit qu'il allait se barrer des Cavs, c'est quand, les journalistes lui ont demandé, si c'était bien d'avoir, une figure paternelle comme LeBron James, autour de lui et il avait été choqué et je crois que 3 semaines après, il demandait son trade donc à mon avis, c'était pas anodin. Là alors là, c'est pas du tout ça, là, c'est juste que c'est LeBron dans un extrait du prochain podcast, enfin du prochain épisode du podcast qu'il fait avec JJ Redick justement dont on parlait, Mind the Game, qui, qui encense, totalement Kyrie, je vais te lire la citation. Il dit, «Je l'appelais le magicien tout le temps. Il n'y a rien que Kyrie Irving ne puisse faire sur un terrain de basket. Quand je le vois en ce moment, putain, je suis heureux et fier de le voir continuer à grandir et en même temps, reputain, ça me rend fou de ne plus être son coéquipier. Kyrie est la wildcard ultime, il y a tellement de mots avec lesquels je peux l'encenser que je finis par ne plus en avoir. Et là, il en met une couche, il est le joueur le plus doué que j'ai jamais vu en NBA. Dans ma carrière, je n'avais jamais vu un mec se sentir parfois mieux en shootant de sa mauvaise main. Si un soir il n'est pas en réussite avec sa main droite, il est capable de tout faire exclusivement main gauche. Je n'ai jamais vu ça. Le tir qu'il a mis contre Denver devant Jokic est l'un des plus incroyables que j'ai pu voir. Voilà, LeBron en mode nostalgique, LeBron qui regrette de plus pouvoir jouer avec lui. Il y avait eu des rapprochements. On sait que Kyrie était OK pour la réunion, que LeBron était OK, que les Lakers n'avaient pas voulu s'engager sur un contrat longue durée avec lui, au contraire de ce qu'ont fait les Mavs. Et puis bon, bah là, je ne sais pas s'ils rejoueront un jour ensemble, mais LeBron a l'air de quand même regretter pas mal cette époque et ça se traduit par ça, par ces déclats sur Kyrie. Peut-être à Dallas si les Mavericks perdent la finale, qui sait. Ouf, LeBron à Dallas, ouais, avec Doncic, je sais pas. Bah, il adore Luka et Luka c'est son modèle, hein, C'est LeBron. vrai. Donc mais bon, Je je pense non, que Kyrie se dirait plutôt: «Tain, j'étais tranquille là et je recommence à être bon» et il vient reprendre l'espace, tu vois? ouais, LeBron, ça peut être aussi une petite pique envers ses dirigeants qui ont pas su du coup Ouais, justement aller faire venir Kyrie et là, c'est vrai qu'il avait raison au final de vouloir Kyrie. Moi je trouvais que c'était une mauvaise idée pour les Lakers à ce moment-là, hein, et tout comme je pensais que c'était pas forcément bien pour les Mavs et à chaque fois les Mavs m'ont donné tort, Kyrie m'a donné tort, et soit dit en ça passant, c'est fonctionne pas très c'est bien. pas évident c'est pas évident que ça ait marché avec les Lakers, hein, sur cette Exactement, c'est période-là. vrai. C'est-à-dire que là, il est fantastique avec Dallas et bravo, le trade a fonctionné et l'ajustement là de mi-saison a fonctionné. Mais, c'est des contextes, très différents, avec des joueurs très différents aussi donc Ouais et dans la vie,
déjà souvent plein de choses sont juste une question de contexte et tu peux te Mmh. dire qu'avec Kyrie, c'est encore plus une question de contexte. Il a dit lui-même qu'il était en paix à Dallas, qu'il a trouvé la paix à Dallas et que justement il vit les meilleures années de sa carrière. Ce qui est intriguant, enfin ce qui est marrant parce que d'un côté tu as LeBron qui regrette vachement l'époque où il jouait avec Kyrie et Kyrie lui sa meilleure passe en carrière c'est là avec Dallas, c'est même pas quand il a gagné un titre avec LeBron. Ouais. Voilà, là il dit qu'il vit ses meilleures années. Pour finir, Shai, je te propose un autre petit débat. Ça nous vient d'une session. Je vais encore mettre une session en avant. Ouais. Évidemment, je viens de la fermer, donc j'ai oublié qui l'a écrite, donc je vais aller la, la rouvrir quand même. Surtout qu'on nous demandait notre avis. Et évidemment, c'est à ce moment-là que le C'est site El bug. c'est le Tu l'auteur de la l'as session, c'est El Doudou. El Doudou, ouais. Ces trucs Voilà. de pseudo, Et donc elle s'intitule «Pourquoi Golden State ne ne reconstruit pas?» reconstruit pas. Voilà. Et Donc El Doudou, vas-y, bah vas-y, c'est ça, du coup, vas-y, j'enchaîne si au cas où, si la page, elle est pas, vas-y, vas-y. mais c'est donc il précise bien qu'il suit la NBA que depuis 2015 et que donc il voulait un peu la vie des gens. Et il se demande si, les Warriors devraient pas déjà être en mode reconstruction et pourquoi est-ce qu'ils s'attachent à continuer absolument avec, ce noyau-là. Il se demande si même envisager un trade de Steph Curry serait pas pertinent, est-ce que ce serait pas plus productif sportivement parce que sa valeur va baisser avec le temps, que des franchises ont tendance à surpayer des joueurs qui vieillissent. On avait discuté de Jimmy Butler l'autre jour aussi, par exemple. Voilà, c'est une session intéressante qui pose question sur, alors bon, El Doudou, il a clairement une cible en tête aussi, hein. Il nous dit, «Depuis que Green, fléau de cette ligue, a été prolongé jusqu'en 2027», c'est un truc qui pose, ce problème selon lui. Mais c'est une question intéressante parce qu'il y a enfin, ça montre 2 approches, de la part des gens en général, et des franchises tout court. Est-ce que, tu vas jusqu'au bout avec l'équipe, avec laquelle tu as déjà gagné par respect pour ceux qui sont déjà là, notamment pour ton franchise player? Ou est-ce que tu es un peu sans pitié en te disant: «Je pense, à mon job et à la compétitivité de l'équipe, et est-ce que je fais des gros moves?» Donc là, pour moi, les Warriors ont déjà choisi, hein. Ils vont aller avec Curry jusqu'au bout, je pense. Oui, bah, tu transfères pas ta star, en fait, ou pas une superstar aussi iconique, tu vois? Les Mmh. Mavericks sont jamais transféré Dirk Nowitzki, les Lakers sont pas transférés Kobe Bryant, heu, je sais pas, j'ai d'autres enfin des exemples, il y en a plein. Tu peux pas transférer le mec qui a été l'icône de ta franchise, donc en fait, ça va au-delà. Reconstruire, mais pourquoi? Parce que déjà, oui, tu peux échanger Curry contre 4-5 pics, mais est-ce que dans ces 4-5 pics, il y a vraiment la superstar qui va t'assurer d'être compétitive à nouveau pendant 10 ans? Quel est le long programme de reconstruction? Regarde ce que font les Pistons, ils ont eu plein de pics, tu vois? Et au final, tu es enlisé et là, tu perds ta fanbase, il y a moins de gens qui viennent à la salle. La Curry jusqu'au bout, tu sais que c'est et puis puis il y a de l'humain, en fait. Faut pas oublier que il y a des hommes, en fait, qui sont concernés. Tu peux pas juste, quand même tourner la page d'un mec que tu fréquentes. Pas juste les joueurs, en fait, les coachs, l'encadrement, la franchise, tout le monde, tu vois? Tu à Golden State, tout le monde croise Curry. Des fois, tu as aussi un peu envie de rester avec ton équipe jusqu'au bout Mmh. et puis si elle perd, elle perd et puis après tu reconstruis plus tard. Tu penses à ta reconstruction plus tard, mais tu es pas toujours obligé de te dire: «Ah bah là, ça marche plus, on peut plus vraiment gagner avec lui», ce qui est pas encore garanti, hein, il peut y avoir encore des moves. Je pense effectivement comme El Doudou, que je suis pas sûr que les Warriors aient des moves qui leur permettent de vraiment revenir sur le devant complètement de la scène, mais tu peux encore aller jouer des campagnes de playoffs, tu vois? Tu crées une excitation autour de ton équipe. Il y a encore des belles choses à vivre du côté de Golden State et je pense qu'il faut de manière générale casser cet esprit de: «Ah je gagne pas, je suis dans le milieu donc tout de suite je reconstruis forcément». C'est pas une science exacte, ça c'est un peu plus subtil que ça et du coup moi je serais pour non seulement je transférerais pas Curry, ça c'est une chose, mais si j'étais les Warriors, je chercherais quand même vraiment à finir avec Klay Thompson et Draymond Green. Ouais, moi aussi, c'est ce que enfin, si tant est que Draymond soit dans le bon état d'esprit, évidemment, enfin, enfin, reste le joueur performant, ou important au niveau du cœur, qu'il a toujours été, sans trop, partir en vrille, parce que ça mine de rien, Curry l'a dit lui-même, hein, c'est des choses qui freinent, leurs ambitions. Mais oui, oui, non, je suis d'accord, il y a pas puis, se dire la question se poserait s'il était en si le déclin était spectaculaire pour Curry, par exemple. Si on pouvait envisager Mais un du coup, tu déclin pourrais vraiment plus violent. avoir 4-5 pics. Tu pourrais plus avoir 4-5 piques, voilà. Donc mais non, non, ils vont aller jusqu'au bout, j'ai aucun doute là-dessus, à la limite, il y a un peu moins de certitude, autour de Clay et Draymond Green parce que Clay a toujours pas enfin, il y a la prolongation qui est en discussion. Il faut voir comment vont aller les négociations, ce que lui voudra, comme salaire, ce que les Warriors seront prêts à lui donner.
Et Draymond, on n'est jamais à l'abri qu'au bout d'un moment, ils se disent: «Bon, ça y est, il nous a fatigués» et il a quand même toujours une petite valeur sur le marché, donc mais je pense qu'on se dirige vers ça. Ils vont mourir, une dynastie qui mourra avec ses idées, avec ses hommes et puis c'est très bien comme ça. C'est bien aussi les histoires comme ça où ça se finit pas, dans l'aigreur, la frustration et où, 10 ans après, il y a une réunion pour finalement solder les comptes et c'est très bien. Faut que ça se finisse comme ça. J'espère que nous aussi, le CQFR se terminera pas comme ça et par une réunion où Théo nous dira: «Alors là, à la 24e minute, vous avez dit que Jimmy Butler, il était pas assez ceci ou pas assez cela». Mais ouais, bon, pardon, c'était une transition que j'imaginais un peu plus fluide dans ma tête. On va effectivement s'arrêter là-dessus. Mercredi, il y a pas de date spéciale pour la chaîne basket, c'est sûr, mais demain jeudi, il y aura évidemment un nouveau CQFR et le replay de cette fameuse late session que je vous ai vendue au début de la vidéo. Et vendredi, pour le coup, enfin dans la nuit de jeudi à vendredi, on aura le premier game des finales. Donc vendredi, il y aura un CQFR explosif. On parlera évidemment du game 1, on reviendra sur le game 1. Ça va être particulièrement intéressant. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez aller checker basketsession.com. Comme je vous l'ai dit, il y a des mags, notamment sur les Spurs, hein. Là, je suis allé beaucoup plus en détail sur les Spurs, sur cette histoire autour de Wembanyama compétitif. Il y a évidemment d'autres mags. Il y a toi, Shai, tu en as écrit 2, notamment sur les finales, sur pourquoi Ouais, Boston va c'est ça. gagner, pourquoi Dallas va gagner. Ouais. Voilà, si vous voulez avoir nos arguments là-dessus, notre point de vue là-dessus, il y a tout plein de sessions aussi de nos lecteurs, de nos auditeurs. Donc, allez checker un œil. Vous pouvez participer à la vie du site pour le coup, que ce soit en commentaire ou voilà, en amenant vos avis, vos questions. Comme vous l'avez vu, là, on a pu répondre à celle de El Doudou. Du coup, des pseudos, je m'y fais toujours pas, mais voilà. Donc, n'hésitez pas à checker ça. C'est la phrase que je dis, je crois, le plus souvent dans les CQFR. Et nous, on se retrouve demain. Ciao à tous, bonne journée. Ciao, à demain.